Bonjour à tous et bienvenue à ces 1h30 des débats autour des faits qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Contentieux préélectoral, conseil ministériel 3 ans après, opération Épervier. Voilà entre autres les sujets sur lesquels on a de riches invités certes, mais surtout et d'abord Flavien Ndongo pour planter le décor. Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour Kate et bonjour à tous les panélistes. Avec vous, on va faire un flashback tout au long de la semaine pour que vous puissiez nous dire comment la presse a traité ces différents sujets. Oui, vous parlez justement du traitement que la presse a réservé à ces différents sujets. Il y a 3, vous avez évoqué. D'ailleurs, en parlant du Conseil des ministres, le quotidien privé La Nouvelle Expression, qui n'a pas raté l'occasion comme bien d'autres tabloïds, se disait déjà, parler notamment de ces ministres qui devraient donc être face au chef de l'État, juste pour lui serrer la main et présenter leur visage à celui qui les a nommés. D'ailleurs, le Conseil ministériel qui s'est tenu donc presque 3 ans après le dernier était organisé dans un contexte marqué par des crises multiformes qui secouent le Cameroun. Le quotidien privé qui a annoncé donc la rencontre n'a pas évoqué l'ordre du jour de ce conseil ministériel. Un conseil tenu un peu plus de 2 semaines seulement après le réaménagement du gouvernement du 2 mars dernier. Info Matin, comme d'autres tabloïds, évoque également le même sujet. Seulement, le quotidien faisait déjà savoir qu'il y a des sujets chauds qui vont donc animer le conseil ministériel. Là où le journal a fait faux, c'est lorsqu'il a donc plutôt sorti, lorsqu'il est plutôt sorti de cette consultation qu'il s'agit plutôt d'une communication spéciale du chef de l'État, le président de la République, alors au cours de laquelle il a donné des directives sur les défis à relever dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour Cameroun Tribune, le conseil ministériel était donc plutôt l'occasion pour le président de la République de mettre la pression sur les membres du gouvernement, anciens comme nouveaux, pour non seulement la sortie des multiples crises et qui secouent bien sûr le pays, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'accélération de la décentralisation et surtout faire de la CAN 2019 une belle fête africaine en terre camerounaise. Voilà pour ce qui est du premier sujet, en tout cas le traitement que la presse a réservé donc à ce sujet. Autre sujet également, un débat donc ce dimanche, c'est bien entendu l'opération Épervier et toujours dans la presse après l'éviction de certaines personnalités du gouvernement. Le messager donc nous apprend que l'ancien secrétaire général de la présidence de la République s'est engagé à donner des conseils aux déchus, donc en prison depuis plusieurs années à Tangadamabara, qui rassure les sorties du gouvernement qu'ils vont donc le rejoindre en prison, de se préparer moralement, car selon lui, ce n'est donc pas la mer à boire, la vie n'est donc pas facile en prison. Le même tabloïd dans l'une des livraisons également fait savoir que à Tangana Kuna est donc plutôt dans les eaux troubles de la CDE depuis sa sortie du gouvernement. Il lui est d'ailleurs demandé de ne pas imaginer un quelconque voyage entre-temps. Et bien sûr, le quotidien Le Jour fait la même précision. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie et le secrétaire d'État aux travaux publics devant donc ou d'avant le réaménagement sont interdits également de quitter le pays, quel que soit l'impératif. Le quotidien Le Jour précise qu'ils pourraient donc être appelés pour s'expliquer sur les présumées distractions des deniers publics. Dans cette mouvance, également, l'anecdote a relevé que le contrôle supérieur de l'État est donc déjà aux trousses de Edgar Alem Bengo. Selon le journal, l'ancien ministre des Transports a été donc interpellé par voie de correspondance par un chef des missions du contrôle supérieur de l'État sur l'utilisation d'une somme pratiquement de 200 millions de francs CFA, donc appartenant à la SECNA. Voilà autant de sujets également et le traitement réservé aussi à ce deuxième sujet. Je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs que vous allez évoquer la question, bien entendu, du Conseil constitutionnel avec les premières actions. À vous d'avoir fait cette incursion dans la presse. On a grâce à vous eu un aperçu de comment elle a traité ces différents sujets. De toutes les façons, on vous retrouve dimanche prochain pour une autre activité qui va dans la même lignée. Et on va passer tout de suite à la présentation du panel qui constitue l'émission de cette journée. On va commencer par mon extrême gauche et là-bas justement, on va accueillir un cadre militant au sein du SDF. Il est notamment reconnu pour ses prises d'opposition fermes en ce qui concerne finalement les positions de son parti, mais aussi celles que le parti au pouvoir peut des fois avoir. Il s'agit de Célestin Jamen à qui on souhaite la bienvenue sur ce plateau.
Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau dans cette émission qu'on ne présente plus. Merci. Et merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Une autre personne qui a elle également répondu présente. Et cette fois-là, on est à la droite. Il s'agit d'un professeur en droit public, le docteur Louison Essomba, qui une fois de plus a décidé de quitter les amphithéâtres pour être avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Kate, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Permettez-moi de saluer respectueusement les autres copanélistes. J'espère que nous aurons les arguments suffisants pour éclairer davantage la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Un autre invité qui est reconnu pour ses arguments et ses prises de position, d'ailleurs sa profession, on va dire, l'aide beaucoup à ce jeu-là. Il s'agit d'un avocat cette fois, en la personne de Maître Charles Chougan, à qui on va souhaiter la bienvenue. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour Kate, je voulais profiter de cette occasion pour dire bonjour à mes copanélistes et dire bonjour également un bon dimanche à vos téléspectateurs et souhaiter que cette émission puisse être la lumière qui va éclairer ce jour dans les foyers du Cameroun de l'air. Et peut-être vous donner la possibilité de revenir sur les dernières actualités qui se sont déroulées dans le sud-ouest tout à l'heure. En Nord, vous faisiez justement état de ce que ce soit de graves incidents et pendant que vous parliez, on pouvait voir sur votre visage comment vous étiez marqué par cette actualité-là. Oui, parce que ça fait quand même depuis 2 ans que sur ces plateaux, sur l'ensemble des plateaux des chaînes de télévision et de radio de ce pays, nous ne cessons de dire qu'il faut absolument mettre un terme à cette escalade qui, n'est-ce pas, fait que notre pays, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, et cette fois c'était dans le sud-ouest, notamment dans le BLM, on nous informe ce matin que le patron de GC Level a été enlevé avec 35 autres compatriotes et que une rançon de 100 millions de francs CFA, n'est-ce pas, a été demandée. Et nous observons, nous constatons également sur les informations qui nous parviennent que dans ces zones, il y a une recrudescence d'une sorte de banditisme politique qui consiste, n'est-ce pas, à rationner les paysans en aliments. C'est-à-dire qu'on arrête les cas, on fait descendre des sacs de riz, des sacs de macabo, etc. Certainement pour nourrir cette nébuleuse qu'aujourd'hui qu'on appelle l'Amazonie. Moi, je pense que c'est une question extrêmement grave. Et ça se passe au moment où 2 membres du gouvernement, 2 membres importants du gouvernement, l'un de l'économie et le ministre de la Mission territoriale, s'y trouvent. Donc ça veut dire qu'en fait, l'escalade a atteint un niveau où il n'est plus possible de considérer que seule la force puisse être, n'est-ce pas, le ferment du règlement de cette crise. J'en profite pour dire que le chef de l'État, dans sa communication spéciale, a indiqué que le règlement, la résolution des crises qui secouent le Cameroun fait partie des priorités, n'est-ce pas, de son nouveau gouvernement. Et je profite pour relancer un appel au dialogue. Il faut absolument que des mécanismes soient mis en place pour arrêter cette escalade. Je vois d'ici une année les Nations Unies intervenir dans nos affaires intérieures parce que nous avons été incapables de régler cette crise en interne. D'accord, les précisions en valaient la peine et on rappelle également que des dernières informations sur la question font également état de ce que les 35 autres personnes kidnappées auraient été libérées. On n'a pas encore confirmation de cette information-là. De toutes les façons, on vous présente le dernier invité de ce panel et pas des moindres. Cette fois, il a fait le voyage depuis Yaoundé pour être présent sur ce plateau et comme d'accoutumé, vous le savez, on a des politiques, des hommes de la société civile sur ce plateau, mais également des journalistes. Et il s'agit justement d'un journaliste en la personne de ta habitant à qui je souhaite également la bienvenue. Bonjour. Bonjour Kate. Bonjour à tous. Le voyage s'est fait dans de bonnes conditions? Sans problème. D'accord. Merci à vous d'être venus. Merci à tous d'être présents sur ce plateau. On rentre de plein pied dans le premier sujet inscrit à l'ordre du jour Conseil ministériel 3 ans après. Et pour dire justement sur cette question que, en cours de semaine, le président de la République a eu à convoquer au palais d'Etoudi, c'est à Yaoundé, au palais de l'Unité justement, un conseil ministériel et beaucoup de personnes dans les réseaux et même sur des personnes qui se sont permises quand même de lire la presse écrite ont pu prendre possession des différentes actualités qui ont contourné ce sujet. On a notamment parlé de la durée entre le dernier conseil ministériel et celui-ci. De toutes les façons, on en parle ce matin pour relever les contours de cette actualité. Léon, on va commencer sur ce sujet avec vous, docteur Louison Essomba. Vous avez suivi... a tenu le Conseil des ministres le 15 octobre 2015. Donc, vous convenez avec moi qu'il y a eu une fréquence, j'allais dire, on constate que la fréquence est hypothétique et même circonstancielle. Tout simplement parce que lorsqu'on se réfère aux dispositions légales, j'ai jeté un coup d'œil sur l'instruction générale du 4 juin 1998 qui précise en son article 9 alinéa 1
que le Conseil des ministres est une institution coutumière dont la consultation est facultative. Et ce conseil, la tenue de ce conseil n'influence en rien sur la validité des actes présidentiels. Et maintenant, en 2001, une circulaire qui vient préciser tout de même que la tenue du Conseil des ministres se tient à une périodicité trimestrielle. Vous voyez donc, à partir de là, on se rend donc compte que l'idée facultative qui animait la tenue de ce conseil au départ est devenue obligatoire. Mais il faut faire une analyse simple pour indiquer que, en réalité, le Conseil des ministres se tient au bon gré du président de la République, parce qu'on se rend compte que deux circonstances majeures permettent la tenue de cette institution. On constate, première chose, que lorsque le président de la République forme un nouveau gouvernement ou remanie, tout de suite, on se rend compte que plusieurs ou 2 semaines plus tard, il tient un conseil des ministres. Et autre fait majeur, c'est que lorsque, comment dire, la sécurité ou l'unité de l'État semble prendre une atteinte ou un coup, le président de la République, comme on l'a vu en 2008, organise un conseil des ministres. Donc, pour me résumer sur la question, je dirais tout simplement que ce conseil est présidé par le président de la République, c'est-à-dire que c'est une chasse jalousement gardée du président, mais quand j'ai jeté un coup d'œil au décret du 4 mai 1992 fixant les attributions du Premier ministre, je me suis rendu compte qu'il y a une disposition qui permettait au Premier ministre de présider le Conseil des ministres. En cas d'empêchement du président. En cas d'empêchement du président, mais sur délégation de signature et de présence des représentations de celui-ci. Donc vous voyez donc qu'il y a des possibilités pour que ce Conseil des ministres se tienne selon la réglementation qui a été prévue. D'accord. Je vous remercie pour cette première prise de parole et préciser à votre suite que tout de suite dans la presse, le mot a été lancé. On a parlé de communication du président de la République. D'ailleurs, dans le message qui a été envoyé aux différents ministres, on parlait surtout de communication de ce président de la République-là qui est revenu, quoique brièvement, sur les grands sujets qui ont quand même intéressé la nation tout au long de ces derniers mois et même dernières années. Maître Tchougan, par lequel de ces sujets avez-vous été frappé? C'est vrai qu'il a parlé de corruption, il a parlé de respect de la hiérarchie. On a également évoqué le sujet des grands travaux, de certains grands travaux, le port en eau profonde de Kribi, le deuxième pont sur le Vouri. Lequel de ces sujets vous a le plus paru, on va dire, passionnant? Non, c'est pas une question de passion, c'est une question de réalisme. C'est les conditions de vie des populations du Cameroun qui ne font que se dégrader. Je pense que si vous lisez les communications présidentielles depuis 15 ans, il insiste toujours sur cette mission, que le gouvernement doit faire en sorte d'alléger, n'est-ce pas, la charge des populations et d'améliorer les conditions de vie. Bien entendu, la CAN ne pouvait pas être absente de ce débat. Exactement. Mais la CAN, il faut aller à l'aune, n'est-ce pas, de la charge financière que le Cameroun subit par l'organisation de ces manifestations qui s'inscrit à compte courant, n'est-ce pas, de la pauvreté qui sévit, n'est-ce pas, dans nos villes des campagnes. Bien entendu, il parle toujours des questions liées à la corruption. Mais moi, dans tous ces discours, ce qui me frappe dans ce discours sur des questions morales, c'est le fait que depuis 20 ans, on parle de la lutte contre la corruption, on parle de l'opération Épervier, mais en fait, lorsque vous mettez en balance ce que nous a rapporté cette fameuse opération Épervier, qui me renvoie, n'est-ce pas, à la guerre de l'indépendance chez nous, parce que l'opération Épervier vient, n'est-ce pas, c'est un concept qui a été inventé par la France pour mater la rébellion, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc, par conséquent, le fondement philosophique historique de cette notion me met très, très mal à l'aise. Et quand je vois, donc quand je mets sur la balance ce que cette opération a rapporté, n'est-ce pas, aux caisses de l'État, par rapport aux sommes qui ont été dérobées dans les caisses de l'État, je me rends compte qu'en réalité, nous sommes il y a une stagnation, il y a une régression. Même dans les grands projets dont vous avez parlé, on se rend compte que même pour les difficultés de mise en œuvre aujourd'hui, on se rend compte qu'en définitive, le premier bateau qu'on a annoncé, je ne sais pas, il y a combien de mois, on attend toujours le second. Donc par conséquent, oui, mais vous rigolez, mais en fait, c'est ce qu'a bien compris le nouveau directeur général du port autonome de Douala, en créant un troisième quai pour, n'est-ce pas, booster son port, parce qu'en fait, Douala demeurera pour longtemps encore la porte d'entrée maritime du Cameroun. Exactement. Et il faut dire également qu'à ce sujet, il est revenu sur la construction du deuxième pont sur le Vouri, un pont qui, malgré le fait qu'il soit présent, ne résout pas déjà totalement le problème des embouteillages et que connaissent les populations de la ville de Douala. Mais d'aucuns disent sur cette thématique justement que le pont, du moins la construction, n'est pas encore totalement achevée et qu'on aura finalement le temps
de revenir sur les conclusions de ce chantier-là. Avec vous également, Tabitan, on va revenir sur cette sortie en elle-même. On sait que le président de la République a été au cours de cette dernière semaine taxé d'inaccessible. On lui reproche d'ailleurs, et ça c'est dans la presse et même chez certains partis politiques de l'opposition, on lui reproche d'avoir un certain détachement vis-à-vis des problèmes de la nation. Mais pourtant, ce n'est pas l'impression qu'on a eue lorsqu'on a entendu le président de la République parler face à ses ministres au cours de la semaine. Bien, mais ce qui taxe le président d'inaccessible ces dernières semaines, je me demande, il était plus accessible les semaines d'avant. Mais le président n'a pas changé, il a sa façon de gouverner. Disons que c'est ces dernières semaines justement qu'on lui reproche plus son inaccessibilité. Oui, si cela est qualifié d'inaccessible, c'est qu'il a toujours été inaccessible. Il n'a pas changé d'un seul iota sa façon de fonctionner. Il a formé un gouvernement, il a estimé utile de parler à ce nouveau gouvernement parce qu'il y avait des sujets qui lui tenaient à cœur. C'est ce qu'il a fait au cours de ce Conseil des ministres. Bon, maintenant, est-ce qu'il a évoqué tous les sujets que tous les Camerounais pourraient attendre? Je ne sais pas, mais il a évoqué ce qui lui apparaissait les plus essentiels. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord. Je vous remercie vous également pour cette première prise de parole. Le temps de relancer également Célestin N'Djamène sur la question. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont fusé à la fois dans la presse, sur des plateaux de télévision et même sur les réseaux sociaux au sujet de ce conseil ministériel. On a notamment reproché au président de la République de revenir sur les mêmes faits. Le discours du 31 décembre, le discours qu'il a fait à la jeunesse et le discours même qu'il a tenu alors qu'il était au cours de sa cérémonie de présentation de vœux. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que le président de la République est à court d'idées ou alors on a l'impression que ce sont les problèmes du Cameroun qui n'évoluent pas vraiment? Ben, écoutez, Kate, bien évidemment, je crois que ça, ce sont les effets catastrophiques de la longévité au pouvoir. On ne peut pas s'imaginer passer plus de 35 ans au pouvoir et avoir encore un cerveau qui fonctionne normalement. On est saturé. Évidemment, j'ai toujours dénoncé avec vigueur les règnes longs au pouvoir. On a vu les catastrophes que cela entraînait dans les pays comme la Côte d'Ivoire et même au Kenya après le règne de Daniel Arap Moi. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'un conseil des ministres, le conseil des ministres ne peut pas inscrire comme seul point à l'ordre du jour un communiqué. Ce n'est plus un conseil des ministres. Qui plus est, dure 10 minutes. On a un Dieu qui vient se placer devant ses disciples, qui fait un speech de 10 minutes, l'évangile, et puis c'est terminé. Je regrette. Un conseil des ministres, c'est quoi? C'est débattre des questions relatives à des textes de portée générale, comme les décrets, les lois, etc. Ou alors, si un ministre a un point saillant important à exposer devant ses collègues, il l'expose, le président l'écoute, lui pose des questions. Et il y a même, c'est l'occasion, entre les ministres, d'échanger leur expérience. Donc, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas ma conception du Conseil des ministres. Qui plus est, rappelez-vous que, et tout à l'heure, Louison l'a rappelé, le dernier Conseil des ministres remonte à 2015. Donc, il n'y a même pas de régularité dans le contrôle du fonctionnement de l'État. Comment veut-il connaître réellement ses ministres? Savoir comment le pays fonctionne, département ministériel par département ministériel, s'il ne peut pas voir régulièrement ses ministres? Donc, ça pour moi c'est un spectacle assez qui n'honore pas le Cameroun en tout cas. Donc moi je dis que la question relative d'abord à l'accessibilité du président n'intéresse pas les citoyens camerounais que nous sommes, parce qu'en vérité, ce qu'on attend d'un mandataire du peuple, c'est de faire le travail qu'on lui a confié. Ce n'est pas d'être accessible ou pas, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que depuis 35 ans, M. Biya fait le travail que lui ont demandé, entre guillemets les Camerounais, parce que vous connaissez les conditions d'élection au Cameroun? La réponse est non. Il ne fait que répéter les aspects déclinants, négatifs du pays. C'est le président du déclin. À chaque fois, voilà telle chose qui ne marche pas. Vous voyez, il nous raconte maintenant que le barrage de Mainveleux a été lancé, celui de Crieu, le porno profond. Mais sur le terrain, on ne voit ni amélioration, ni, comment dirais-je, un avantage pratique particulier. Regardez par exemple au niveau du deuxième pont sur le Vouré qu'il a annoncé dans son discours. Ben, on se rend compte que le rond-point de Daïdo, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala, n'est toujours pas désengorgé. Donc le problème de fond n'est pas résolu. Quand en ce qui concerne les barrages électriques, on voit très bien qu'il y a des lestages quasiment, on a encore vu dans la nuit d'hier à Douala, tous les jours au Cameroun. Donc en vérité, il fait des discours cosmétiques qui ne répondent, qui ne correspondent à aucune réalité. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître au président de la République le mérite
d'essayer? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des difficultés au Cameroun, même si vous estimez que ces réponses sont insuffisantes et cosmétiques, il a tenté, ce président de la République, mais le d'apporter des réponses. président de la République n'est pas là pour essayer, ni pour tenter. Il est là pour agir. En tout cas, c'est le rôle que moi j'entends par rapport au mandat du président de la République. Il n'est pas là pour essayer quelque chose. D'autant plus, ça fait 35 ans que nous subissons cela. Prenez secteur par secteur, sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire, sur le plan des infrastructures, sur le plan des institutions. Qu'est-ce que M. Biya peut défendre comme bilan réellement? On a encore récemment la mise sur pied du Conseil constitutionnel, 22 ans après. On ne sait à quelle logique ça tient. On ne comprend pas. On s'attendait éventuellement à ce que les conseils régionaux soient mis en place, mais nous sort plutôt le Conseil constitutionnel. 22 ans après, alors même que c'est inscrit dans la Constitution. Donc, il y a des institutions fantômes, c'est le cas du Conseil constitutionnel, qui a été pendant 22 ans existant que sur du papier, mais en vérité, on ne sait pas par quel bout défendre ce président. Avec le plus d'efforts que je fais, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent dire de M. Biya qu'il a fait quelque chose de positif dans ce pays. Même les libertés associatives sont piétinées. Bon, il nous laisse bavarder à la télévision, c'est vrai. Mais on sait bien que ça n'a pas d'impact sur son maintien, sur sa conservation du pouvoir. En vérité, dans ce pays, quand vous prenez secteur par secteur, on voit bien que le Cameroun n'a pas avancé. On a bien au contraire reculé. Je rappelle pour finir que depuis 2006, quand M. Ababa était encore aux affaires, nous sommes passés de pays intermédiaires à pays pauvres très endettés. Est-ce un motif de réjouissance? Je pense que non. Donc il n'y a pas lieu à féliciter ce président. D'accord, on a bien compris cette position-là sur la question qui a été évoquée. Docteur Louisor Essomba, au terme de ce conseil ministériel, le président de la République a donné des recommandations, des orientations à ses ministres. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si ce qui a été édicté par le président de la République sera effectivement respecté, parce qu'il a, souvenez-vous, fait allusion à ce respect de la hiérarchie qui est tellement criard, disons cette absence de respect qui est tellement présente finalement entre les institutions de l'État. Est-ce que vous pensez que les ministres de ce président-là feront des efforts finalement pour aller jusqu'au bout des recommandations qu'il a données? Que je voudrais donner suite à votre question, en indiquant d'abord que, avant de répondre à votre question, en indiquant que la rareté de la tenue ou de la fréquence du Conseil des ministres peut se justifier. Se justifier d'abord par l'écrasante majorité du RDPC au sein du Parlement. Ça peut se justifier. Et deuxième chose, l'obésité du gouvernement. C'est-à-dire le président a de la difficulté justement à pouvoir écouter 64 ministres qui vont venir et chacun à son niveau développer les feuilles de route concernant son département ministériel. Donc voilà ce qui peut justifier. Et vous savez, même en France, lorsque nous sommes en période de longue cohabitation, où c'est la majorité présidentielle qui prime, qui domine au Parlement, on s'est souvent rendu compte que les conseils des ministres, c'est au gré du président français. Alors, maintenant, la question que vous posez, moi j'ai retenu deux choses de cette communication spéciale qui aurait dû être faite très simplement par des communiqués adressés aux différents ministères. Moi j'ai retenu deux choses, la corruption et le respect de la hiérarchie. On se rend compte qu'à un moment donné, tous les ministres ont pratiquement eu des actes irrévérencieux à l'endroit du Premier ministre. Et on va dire que le président de la République a toujours donné raison à ses ministres, à son Premier ministre, parce que tous ceux qui sont entrés de manière frontale ou en duel avec le Premier ministre, le président de la République a eu l'occasion de les évincer ou de les mettre de côté du gouvernement. Maintenant, évoquant la question de la corruption, qui est justement le baromètre de la lutte contre la corruption au Cameroun, on s'est rendu compte que cette lutte contre cette pieuvre qui porte atteinte à notre fortune publique est une lutte qui me semble ne pas être bien structurée. Parce que quand on regarde toutes les structures qui sont mises en place, l'ANIF, la CONAC, l'EPV, le Conseil supérieur de l'État, le tribunal criminel spécial, on se rend compte qu'à un moment donné même, il y a ce qu'on appelle en droit un conflit de compétences entre toutes ces structures, d'où l'inefficacité de la lutte contre la corruption au Cameroun. Et vous avez vu, chaque fois que le président a pu faire une sortie où il indique avec force et ferveur qu'il va lutter contre la corruption, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que la corruption s'enfle et tout de suite on bondit à un frémissement des arrestations spectaculaires des uns et des autres. Donc moi je pense qu'il faut rester efficace, et vous avez posé la question sur ce rôle, sur cette efficacité. Je dois pouvoir indiquer aussi que quand on est un président de la République, il y a trois choses.
on décide, on surveille et on sanctionne. Or, on s'est rendu compte que le président décide. Il ne veut plus savoir tout ce qui se passe. C'est-à-dire que dès lors qu'il a décidé, c'est terminé. Or, dans une logique de bonne gouvernance, quand un président, un chef de l'État de sa trempe et de sa carrure prend une décision, il doit veiller que cette décision est appliquée sur le terrain de la pratique et plus tard, s'il y a des manquements ou il y a un certain nombre d'inobservations qui sont relevées, le président donc, ici intervient en termes de sanctions. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons regretter par rapport aux acteurs du président. Maître Charles Tchungon, on a surtout remarqué au cours de c'était vraiment pas un échange, c'est la communication spéciale du président de la République. D'ailleurs, Célestin Jamel l'a rappelé à loisir sur ce plateau. Mais est-ce qu'on ne peut pas reconnaître là une certaine méthode de BIA? Parce que d'aucuns parlent d'interactivité, mais peut-être que l'interactivité ici peut être utile alors que le Premier ministre rencontre les autres ministres et qui se charge finalement de faire des rapports au président de la République. Est-ce qu'il n'a pas le droit, lui, en tant que président, de mettre sur pied sa propre méthode? Écoutez, Kate, avant de venir à la question de la méthode, je vais d'abord marquer mon désaccord profond avec M. Somba sur cette comparaison qu'il a voulu faire pour justifier l'absence régulière, n'est-ce pas, des conseils ministériels au Cameroun. Non. Comparaison avec la France. En France, c'est toutes les semaines. Et lorsqu'on bouge le conseil des ministres en France, c'est parce que le président a plus de voyage, mais c'est toujours dans la semaine. Il peut avancer, mais toutes les semaines, vous avez un conseil ministériel. C'est la même chose à Abidjan, la même chose à Dakar, et pareil au Gabon. Ce n'est pas une question de choix. C'est une question de nécessité. Voyez-vous, c'est un peu comme le Titanic, n'est-ce pas? Vous me dites, bon, comme le commandant est dans sa cabine, on ne le dérange pas jusqu'à ce qu'il décide de sortir. Et puis vous avez les icebergs qui viennent cogner le bateau. Donc, faisons attention, hein, parce qu'il s'agit quand même de la gouvernance d'un pays. Oui, il ne s'agit pas d'un jeu. J'ai précisé en période de non, vous avez dit... en période de cohabitation, il y a la théorie période de cohabitation ou pas en France, c'est toutes les semaines. Cohabitation ou pas, c'est toutes les semaines. Et ça n'empêche pas que même en France, le Premier ministre et des conseils de gouvernement, indépendamment des conseils ministériels. Il se trouve que, non, évitons de vouloir justifier l'injustifiable. Vous ne pouvez pas être chef d'une équipe et dire que vous ne voyez pas vos joueurs, et que comme vous savez que vous êtes les plus forts, la plus belle équipe du monde, vous allez voir qu'au stade, au moment où on va siffler le coup de départ du match. Soyons sérieux par rapport à cela. L'absence de conseil des ministres, en réalité, fait en sorte que le triptyque que vous avez posé, décider, surveiller et punir, ne peut pas s'appliquer parce que vous n'avez pas une méthode d'évaluation du travail que vous avez prescrit. Il s'agit de cela. En réalité, il y a des ministres qui ont fait partie, sont entrés dans le dernier gouvernement et qui n'ont rencontré le chef de l'État que lors du dernier conseil des ministres. Je pense notamment à mon ami Bibé. Donc, c'est pas le débat. Le véritable débat sur la méthode BIA, c'est qu'en fait, le président de la République, oui, il a sa méthode. Mais c'est une méthode atypique. C'est une méthode qui ne correspond à aucune autre méthode dans le monde. C'est-à-dire la gouvernance à distance. Est-ce qu'il est possible de piloter un pays à distance? C'est la question fondamentale. Mais ce que je voulais vous dire, pour éviter les propos justificatifs des manquements des uns et des autres, de dire que le président de la République est certainement le Camerounais le mieux informé de la situation qui prévaut dans ce pays. Parce que nous avons un système de renseignement extrêmement efficace que nous reconnaissent l'ensemble des pays dans le monde. Donc, la question qui est posée, c'est de la gouvernance. Comment faire pour que les projets qui ont été adoptés puissent être conduits à bon port, sans quoi, et qu'à la fin, l'on puisse recevoir ces projets avec satisfaction. Ce que nous observons dans les grands travaux, vous avez parlé du pont, du deuxième pont sur le Vouri, mais je vais vous rappeler que le site du pont n'était pas là-bas. Le pont devait se faire vers Boudamoussali. Mais il se trouve qu'on a distrait une partie de l'argent qui avait été prévu pour financer ce pont, et les nouveaux entrepreneurs qui ont repris le chantier qui avait été précédemment donné à d'autres entreprises, quand ils ont repris le chantier, ils ont vu qu'il y avait 30% de l'argent qui avait disparu, et ils se sont dit, il faut réduire la longueur du pont, il faut réduire la voilure. Tous les ouvrages d'art qui avaient été prévus ont été dégagés. On a dit, le pont le plus court entre Bonabéry et Douala, c'est l'ancien pont. On est venu faire un pont sur un pont. Est-ce que sur le plan stratégique, est-ce que sur le plan de la cosmétique sociale, est-ce que sur le plan de l'image, est-ce que sur la beauté de l'espace, est-ce que c'est bien? Quand c'est non, il faut donc censurer. On aurait donc dû arrêter cette mascarade. Vous avez vu, on a détruit pratiquement une grande partie de la chefferie d'Edo pour élargir, n'est-ce pas, le champ d'accueil, n'est-ce pas, des infrastructures à Douala, et que le pont s'est encore élargi vers Bonavallée parce qu'on s'est rendu compte que le projet n'était pas viable en l'état. On peut en dire de même
sur le port en eau profonde de Kribi. On finit un grand port comme celui-là, il n'y a pas d'accès. Il avait été prévu qu'il y aurait un chemin de fer pour le quai minéralier qui devait partir de Mbalam, n'est-ce pas, jusqu'à Kribi. Ce chemin de fer, depuis, c'est devenu une arlésienne. Une autoroute devait avoir lieu entre Edea, entre Kribi et Edea pour évacuer les conteneurs des opérateurs économiques qui se trouvent pour la plupart dans la zone d'espace de Douala. Et cette autoroute n'existe toujours pas. Donc, la petite route qui lie aujourd'hui Edea à Kribi va être cassée par ces camions parce qu'effectivement, on n'a pas prévu de... Une route en très mauvais état donc, déjà. Le questionnement fondamental, c'est quel nouveau logiciel économique faire pour que ce pays démarre. La première question, et je l'ai toujours dit dans toutes les émissions auxquelles j'ai participé, c'est que nous manquons profondément, n'est-ce pas, d'énergie. La crise d'énergie au Cameroun est au cœur de la crise économique, voire politique, n'est-ce pas, qui bloque, n'est-ce pas, le développement et finalement l'émergence du Cameroun. Enfin, je vais revenir sur la question de la corruption, sur la CAN. Qui, raisonnablement, au Cameroun, peut dire qu'il est contre l'organisation d'une fête aussi prestigieuse que la CAN? Personne. Mais lorsque vous voyez comment cette CAN que nous avions obtenue, voilà, voici bientôt 5 ans, a démarré, 80% des marchés ont été passés de gré à gré. Donc la décision politique, une fois encore, a été prise. Mais il n'y a pas eu de suivi. Et du coup, on se retrouve avec, n'est-ce pas, des investissements colossaux, dont 90% des fonds vont profiter aux entreprises étrangères, et aux employés étrangers, et aux ingénieurs étrangers. D'où vient-il qu'en 2018, nous entrons à importer le sable et le ciment, alors que nous avons 4 à 5 cimenteries au Cameroun? Vous voyez, tout ceci fait qu'il y a beaucoup de désordre dans la logique économique. Toujours est-il que lorsqu'on entend le président de la République parler du Cameroun, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on dit, mais il est extraordinaire. On aimerait bien que tout ce qu'il dise puisse se faire. Si tout ce qu'il disait était fait, nous n'en serions pas là. Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir des ministres qui sont au gouvernement depuis 10, 15, 20 ans, sans qu'ils puissent vous dire, on fait comment? Il vous souvient que si nous n'avait pas existé, nous sommes aujourd'hui dans le noir complet dans ce pays. On a lancé 4-5 barrages. On découvre qu'on a fait vendre au Camerounais le fait qu'on a lancé un grand barrage de Memvele. Mais c'est maintenant que les gens commencent à se rendre compte que Memvele n'est pas un barrage de production. C'est un barrage de régulation. Donc tout ce qui fait que quand vous entendez 1, 2, 3, 4 barrages sur Mekim, Lompanga, je parle de Lompanga, pardon, j'ai dit Memvele, mais je parle de Lompanga. Mais sur Mekim et Memvele, vous connaissez les catastrophes géologiques, n'est-ce pas, en termes de réchauffement climatique et de destruction des villages que cela a causé. Donc en fait, ce qui est reproché dans la lecture qu'on fait de la manière de gouverner la République, ce n'est pas que le président de la République ne sait pas, il sait. Ce n'est pas qu'il ne sache pas où on peut aller pour réussir. C'est que entre la décision et l'application, il y a un océan. Il s'agit de régler cette question-là. Encore une fois, vous n'avez pas de corruption. Je voulais en dire 2 mots. Pour terminer, maître. Oui, je voulais en dire 2 mots pour terminer. Voyez-vous, lutter contre la corruption, ce n'est pas sorcier. Moi, je vois bien, vous avez cité les organismes, tout ça, c'est du pipeau. Pour lutter contre la corruption, il faut rétablir la règle comptable. C'est-à-dire que vous avez, en matière de comptable, vous avez 2 règles. Pour le public, ce qu'on appelle la comptabilité à compte unique. C'est que l'État, il a un seul compte, géré par le ministre des Finances. Un seul. Donc, tout l'argent de l'État doit se trouver au Trésor. D'où vient-il qu'on voit tous les jours, on dit qu'on a trouvé 30 milliards, 10 milliards dans le bureau des ministres, dans le plafond du résident ministériel. Donc, quand le stockage d'argent public est dispersé, vous multipliez les possibilités, n'est-ce pas, de détourner. Vous avez aujourd'hui, j'ai découvert que dans les non-ministres, on l'appelle là, il y a un monsieur qui est là, il garde l'argent physiquement. Hein? Donc le ministre prend un petit mot, il sort 10 millions, 20 millions, il affecte à gauche, à droite. Donc, maintenant, second système comptable, c'est la comptabilité privée des entreprises. Ce qu'on appelle la comptabilité à partie double. Et cette comptabilité-là, elle est gérée. C'est pour ça que l'office peut contrôler la comptabilité des entreprises privées. Si on rétablissait l'unicité des comptes publics, il n'y aurait pas cette dispersion de la fortune publique. Je voulais finir pour dire, parce que je dois dénoncer cela, ce qui s'est passé à l'UQAM. Ce qui s'est passé à l'UQAM. Vous savez, à l'UQAM, nos partenaires étrangers sont partis.
avait un rapport noir en disant qu'Alican doit fermer, parce qu'elle est plus viable. On a nommé un compatriote là-bas. En 2 années, il a redressé la situation. Et il est devenu bénéficiaire. Et puis un matin, on vient dire que bon, vous avez gagné un peu d'argent. Les 5 milliards que vous avez dans votre caisse là, on prend. Et puis vous savez ce qui est en est suivi. Suite à son opposition, il y a eu une tentative d'assassinat sur sa personne. Il a démissionné, il est reparti en Europe. Donc c'est pour dire que si la gestion des fonds publics était faite selon la méthode de gestion des fonds publics partout dans le monde, il n'y aurait pas de corruption au la démission du président, de la présidence de l'île Maurice en est la preuve. Comment un président peut confondre sa carte de crédit personnelle avec la carte de crédit de l'État? Maître Charles Chungan, on va vous donner la possibilité de revenir sur ces grands développements tout à l'heure, le temps d'introduire aussi habitant, journaliste, on l'a rappelé, et on parle depuis tout à l'heure sur ce plateau de la difficile applicabilité finalement des résolutions que va prendre le président de la République, mais au niveau des ministres, il y a quelque chose qui coince. Alors on se souvient déjà que les 2 derniers conseils ministériels, on parle là de 2015 et de 2014, se sont soldés par un ensemble de décisions. Si vous vous en souvenez, en 2014, on parlait non seulement d'essayer de stabiliser la croissance du Cameroun, mais un tout petit peu de l'augmenter aussi. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de comparer ce qui s'est passé entre 2014 et l'état économique dans lequel se retrouve le Cameroun en 2018, on se rend compte que grand-chose n'a pas évolué. Alors selon vous, quelle est la méthode que le président de la République lui doit employer au jour d'aujourd'hui pour que les membres de son gouvernement puissent changer carrément leur façon de travailler? D'abord, le président a sa méthode. Bon, même si cette méthode peut être considérée comme une absence de méthode, c'est sa méthode, il l'applique. Et il l'a toujours appliquée. Mais puisqu'elle ne marche pas, est-ce qu'il n'est pas temps de la changer, de penser à autre chose? Moi, je ne dirais pas qu'elle ne marche pas, parce que bon, peut-être les résultats attendus ne sont pas toujours au bon moment. Si je reviens sur la régularité de la tenue des conseils ministériels, je crois que bon, il les tient à son rythme. Mais au moins, il y a un conseil de cabinet parce que le conseil des ministres n'appelle pas des débats au Cameroun. Bon, ça n'a jamais été ça ne peut pas être ça maintenant. Les débats, s'il y en a, c'est au conseil de cabinet que le Premier ministre tient chaque mois. Et si mes souvenirs sont bons, c'est depuis que ce Premier ministre est appelé au Cameroun chef du gouvernement, parce qu'il n'a pas toujours été appelé chef du gouvernement. Donc maintenant, la méthode du président, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? On peut constater sur des points précis, c'est-à-dire que telle décision a été prise. Est-ce que un certain temps après, qu'est-ce que cela a donné? On peut bien voir qu'il y a des avancées, il y a des points de stagnation et il y a des choses qui ne marchent pas. Maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce que le président doit faire pour que ça marche. Alors, ça ne peut être qu'au cas par cas. C'est-à-dire, si on prenait le cas de la corruption, on a mis en place un certain nombre d'organismes. Et j'avoue que ces organismes-là, il faut déjà augmenter leur pouvoir. C'est-à-dire, s'agissant du cas de la CONAC, qui ne peut pas rester en justice, qui ne peut pas porter plainte directement, qui ne peut pas traîner des gens en justice. Par exemple, il faut régler cette question-là, donc en revisant les textes de la CONAC. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire comme ça, juste pour prendre le cas de la corruption-là. C'est-à-dire, si la CONAC avait la possibilité, la CONAC qui fait un bon travail, avait la possibilité de traiter des gens en justice, peut-être que les gens ne s'amuseraient pas à faire ce qu'ils sont là en train de faire en ce moment. Alors, quand vous demandez le gouvernement, est-ce que c'est les ministres? La politique de la nation est définie par le chef de l'État. Elle est mise en œuvre par le gouvernement à travers le chef du gouvernement et ses ministres. Et évidemment, ce que le président Biya a fait l'autre jour, il donne des directives. Il s'appesantit sur les choses qui lui tiennent à cœur. Maintenant, quitte au gouvernement de comprendre qu'il faut aller. Est-ce qu'il a besoin, quand il a dit ce qu'il a dit là, d'être derrière chaque ministre pour comprendre? Les ministres doivent prendre des initiatives. Les ministres doivent prendre des initiatives. Bon, ce qui peut les bloquer, on sait au Cameroun, parfois, quand vous en prenez un peu trop, cela, il y a un retour de boomerang. Mais est-ce que cela empêche que des ministres prennent des initiatives dès lors qu'ils ont le feu vert du chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, pour faire ceci, pour faire cela? Donc pour vous, la faute ne revient pas ici au président de la République, sinon à ses ministres, les personnes à qui il accorde sa confiance. Mais c'est le président de la République qui les nomme. Si vous êtes membre du gouvernement, mais il faut oser. Quand le chef de l'État le dit, je crois qu'il n'exclut pas ses ministres. Quand il s'adresse à la nation, il dit qu'il faut oser, c'est y compris son gouvernement.
Si vous êtes membre du gouvernement, vous avez à appliquer la politique gouvernementale, à la mettre en œuvre. Alors, il faut oser tout ce qu'il y a à oser dans le cas de ce qui est votre plan de responsabilité. D'accord, je vous remercie également. Célestin Djamène, au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, au vu des insuffisances qui ont été relevées et également du manque de cohésion finalement entre ces différents départements ministériels et la présidence de la République, est-ce qu'on peut parler d'un conseil ministériel pour rien? Oui, et c'est peu de le dire. Je voulais d'abord revenir avec votre permission, Kate, sur les deux interventions de Dr Essomba et tout à l'heure de journaliste. Et pour dire que sur l'argument avancé par Louison, à savoir que le manque de régularité de la tenue du Conseil est dû au fait de l'effectif pléthorique du gouvernement, je m'inscris totalement en faux parce qu'en vérité, quand le chef de l'équipage nomme ses ministres, et c'est à peu près qu'il y en a un 61, il doit prévoir, ne serait-ce que sur le plan géographique et physique, les places nécessaires pour accueillir tous ces ministères, tous ces ministres. D'ailleurs, quand on aperçoit la table extrêmement longue de ce conseil des ministres, on voit très bien que ça peut accueillir tout le monde, y compris les secrétaires d'État. Donc c'est pas un argument, je crois que le docteur Soma voulait juste faire un peu d'humour, je crois. Mais par ailleurs, quand on parle du rythme du président, je crois que cette expression est complètement aux antipodes de ce qu'on peut concevoir comme principe démocratique. Quand le peuple vous confie un mandat, vous n'avez pas votre rythme, vous avez votre style, c'est vrai, mais vous n'avez pas le temps du président. Le temps du président, c'est le temps de la nécessité. C'est le temps du peuple. Monsieur Biya ne peut pas s'enfermer dans une bulle et faire absolument ce qu'il veut, alors qu'il y a des événements urgents qui nécessitent son intervention. Je peux prendre plusieurs cas d'espèce. On a vu les catastrophes et des écarts, où il est intervenu pour dire 2 mots à l'aéroport de Simalène. On a vu encore récemment, et encore aujourd'hui, en ce moment où nous parlons de la crise anglophone, où il ne trouve pas nécessaire d'intervenir dans les zones anglophones, ne serait-ce que par un voyage pour écouter les populations mécontentes, et ça occasionne effectivement ce que vous voyez aujourd'hui, ça veut dire que le crépitement des armes. On ne peut pas non plus parler de l'initiative des ministres. Bien sûr, chaque ministre doit faire son travail comme il convient. Mais le président de la République, c'est le chef de l'équipage. Le président décide et les ministres exécutent. Ça veut dire que les ministres ont un cahier de charge. Ils ont une feuille de route qu'ils doivent exécuter selon la vision du président. Donc on ne peut pas à chaque fois innocenter M. Biya, ça fait 35 ans que ça dure, en se voilant derrière le manque d'efficacité des ministres. Alors effectivement, tout à l'heure, Louison a parlé du manque de suivi du président qui prend des décisions, qui fait des grandes déclarations, c'est le ministère de la parole, ce président de la parole, mais qui ne sont jamais suivis des faits. Le rôle d'un chef, d'un commandant en chef, c'est de voir en permanence sur le terrain si les activités fonctionnent bien. Alors, chaque fois, il trouve toujours le moment de partir en vacances, et ce n'est pas des vacances simples, c'est des vacances de 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, avec ce rythme-là, comment voulez-vous qu'on puisse gouverner, comment dirais-je, efficacement un pays? Ce n'est pas sérieux. Tout à l'heure, le bâtonnier Tchunkan parlait de l'unicité des comptes, c'est-à-dire que, en vérité, ce qu'on reproche au président, ce n'est pas le manque d'efficacité dans sa lutte contre la corruption, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de lutter contre la corruption. Parce qu'en vérité, la corruption, c'est quoi? C'est de mettre en place un mécanisme d'audit sur des périodes extrêmement brèves. Quand on prend les cas de tous ces éperdiables qu'on voit aujourd'hui en Kondengui, c'est des gens qui ont été rappelés, n'est-ce pas, dans les tribunaux, peut-être 8, 9 voire 10 ans après les faits. Alors qu'on même on avait la possibilité de voir tous les 3 mois si les comptes publics fonctionnent ou pas. Donc il y a une volonté certainement géopolitique de la part du président de laisser les voleurs voler et enfin de régler ses comptes quand bon lui semble. C'est ça en fait, parce que le régime, j'ai le sentiment que ce régime dirigé par M. Biya vit sur la corruption. Et que si on luttait véritablement contre la corruption, d'ailleurs tout à l'heure Louison a parlé des officines budgétivores multiples, en fait, qui n'ont aucune portée d'efficacité. Parce qu'en vérité, quand on crée la NIF, on crée le compte Supé, on crée la CONAP, mais c'est pour que ils se neutralisent. Et en fait, ils ne peuvent évaluer que les faits de corruption. Ils n'ont même pas le droit de poursuite, qui revient à l'exécutif à travers le garde des Sceaux. Je veux dire que quand on parle des faits tangibles comme la corruption, on doit pouvoir donner, par exemple, à la CONAP, le droit, non seulement de constater qu'il y a corruption, mais d'engager immédiatement les poursuites judiciaires.
Or, si c'est un élément de l'exécutif, en l'occurrence le garde des Sceaux, qui a le droit de le faire, ça veut dire que c'est une intervention, une enquête à tête chercheuse. Ça veut dire que si votre tête me convient, eh bien évidemment je vais engager des poursuites contre vous. Si vous faites partie de mon cercle d'amis, eh bien évidemment vous ne serez pas poursuivi. Donc en vérité, il y a là un véritable problème de gouvernance. On serait encore aussi dans 7 ans, 10 ans pour parler des mêmes choses. Parce que le problème fondamental qui se pose, c'est un problème de chef d'équipe. Monsieur Biya, tout le monde le voit, est fatigué. Il ne peut plus gouverner dans tous les secteurs d'activité. Je vous prie de prendre vraiment secteur par secteur, de l'énergie, infrastructure, le sport, la santé publique, la justice. Tous les secteurs sont spoliés, tous les secteurs sont sinistrés. Citez-moi au Cameroun, aujourd'hui, à l'heure où je parle, au niveau de liberté fondamentale, de la justice, des sports, des infrastructures, qu'est-ce qui marche au Cameroun? Je ne sais pas. Alors on va toujours trouver M. Peindre, M. Biya en blanc. Je ne sais pas sur quel fondement les gens se tirent. Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de sympathie particulière, mais ça reste qu'une sympathie. En tant que président de la République, il a le devoir de rendre compte. Il a le devoir de dresser un bilan. Quel est le bilan de M. Biya? Alors moi, je suis un homme politique, je me suis engagé parce que le système que je vois depuis des années est pernicieux, est mauvais pour les Camerounais. C'est pour ça que je me suis engagé en politique, parce que je crois qu'il faut un président qui aime son pays. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on incite les jeunes au patriotisme, et plus précisément au patriotisme économique, et en même temps créer dans la Constitution les termes allogène et autochtone, qui est antinomique même de l'unité nationale. On ne peut pas concevoir, par exemple, que dans la Constitution, qui est la Bible de la République, qu'on puisse parler d'autochtonie et d'allogénie, et en même temps promouvoir l'unité nationale. Je vous remercie. Ça, c'est des germes qui constituent le poison même parmi les Camerounais. Je vous remercie, Célestin Jamel. C'est un problème de gouvernance qu'il faut poser, et M. Biya ne peut plus la faire après 35 ans. Je pense qu'il n'a jamais eu à faire quelque chose de positif. Et peut-être le temps pour vous de vous calmer finalement sur le plateau après avoir déroulé cet argumentaire. On va basculer dans le deuxième sujet qui est à l'ordre du jour, et ça tombe bien parce que justement vous avez posé les germes de ce sujet. Là, on parle de l'opération Épervier. On se pose la question de savoir s'il y aurait finalement de nouvelles cibles dans le collimateur, parce que si vous êtes attentif à l'actualité, vous avez bien pu vous rendre compte qu'il y a de cela quelques semaines que des noms fusent finalement dans la presse écrite et même par le canal des réseaux sociaux. On a les noms des ex-ministres, des anciens directeurs et même des recteurs d'université qui se retrouvent mêlés dans une histoire d'interdiction de sortie du territoire national. On se pose donc la question de savoir si en fin de compte l'opération Épervier aurait repris. Alors maître Charles Chungan, comment comprendre cette série d'interdictions de sortie du territoire qui fusent de partout? Est-ce que ces interdictions ont un lien avec l'opération Épervier? Écoutez, je voulais d'abord faire deux observations, si vous le permettez. Allez-y. Je n'ai pas participé à vos débats sur le nouveau gouvernement. Je voulais quand même dire, je sors d'une rencontre secteur public, secteur privé, le Cameroun Business Forum, où le Premier ministre était avec un aéroport de ministres. Et le langage que j'ai entendu lors de ce forum me fait croire qu'il y a une nouvelle méthode qui est en train de se mettre en place. L'actuel voyage du président de la République en Chine accentue l'idée que j'ai de ce que on a vécu la période de M. Bellinga et on rentre dans la période et les méthodes du nouveau DCC, le ministre Agolo. Si vous regardez le profil des gens qui accompagnent le président de la République en Chine, vous verrez que la majorité de ces accompagnateurs sont des opérateurs économiques. Alors que par le passé, c'était le marchandage politique des copains et des copines qu'on mettait dans l'avion pour aller, n'est-ce pas, accompagner les chefs de l'État à des conférences internationales. Je pense qu'il faut donner à cette nouvelle équipe le temps d'implémenter cette nouvelle méthode. Maintenant, pour revenir sur la question que vous m'avez posée, je voulais dire de manière extrêmement claire que je suis très déçu de voir que la gestion de l'État, des décisions de l'État, est dans la rue. Cette violation inacceptable du secret de la correspondance officielle me touche. Ça montre comment la fragilité du système. Comment voulez-vous que monsieur le délégué général de la Sécurité nationale envoie un message porté à ses collaborateurs et qu'on retrouve ce message dans la presse? Comment voulez-vous que le garde des Sceaux donne des instructions, n'est-ce pas, à ses procureurs généraux et que ces instructions se retrouvent dans la presse? Comment voulez-vous qu'un citoyen, un citoyen, passez-moi l'expression, voleur, décide de vendre sa propriété et qu'on retrouve ses ordres de vente dans les réseaux sociaux?
il y a quelque chose qui me choque profondément. Nous sommes entrés dans une société de type où le voyeurisme et la délation sont devenus des méthodes de vie en société. Il est inacceptable. Ces violations répétées des libertés collectives et individuelles. Je crois qu'on ne le dénonce pas suffisamment assez. Il est inacceptable que ça devienne un sujet d'un débat sur un plateau de télévision. Vous me demandez de me prononcer sur ce qu'on a dit de l'ancien ministre Mebengo, ou ce qu'on a dit de l'ancien ministre... Attends, il faut que ça cesse. Et je dis qu'il faut, là, de ce point de vue-là, l'État doit prendre des mesures pour sécuriser la gestion du pays et ses correspondances. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit, on revient, quand on parle de l'opération PRV, on revient à la question de la corruption. Vous ne pouvez pas prendre un enfant de 2 ans, 3 ans, acheter 2 paquets de bonbons, les mettre dans un plateau, laisser l'enfant et partir vous promener, quand vous reviendrez le lendemain, n'est-ce pas, le réprimer parce qu'il a pris 2, 3 bonbons pour manger, c'est pas possible. Quand l'argent est auprès du voleur, il finit toujours par voler. Il faut écarter l'argent du voleur. Et encore une fois, ce ne sont pas des organismes de contrôle, la mécanisme des organismes de contrôle qui régleront ces questions-là. Je l'ai rappelé, il faut rétablir l'unicité des comptes publics. Je disais tout à l'heure que j'ai découvert il y a quelques années dans les ministères, il y a un monsieur, parce que les Camerounais sont très forts pour inventer les postes. Il y a un monsieur là, dans les ministères qui s'appelle le billetteur. Le billetteur. Il a un bureau, et derrière son bureau, il a un coffre. Le chef de département, il lui fait un petit mot. Il dit, bon, donnez 30 millions à X. Un petit mot, un manuscrit. Il ouvre son coffre, il sort l'argent, il compte, il vous donne, vous déchargez, comme ça, et vous repartez. C'est cette façon de gérer... Qui c'est qui fournit ce coffre? C'est l'État. C'est l'État. Bien sûr. Or, pour revenir aux méthodes, moi je ne veux pas dire que la gouvernance d'un État ne nécessite pas de fonds spéciaux. Entendons-nous bien. Dans un État organisé, par exemple, je prends l'exemple que nous prenons souvent à la France, les fonds spéciaux sont logés au ministère, au Premier ministère. Ils les gèrent sans rendre compte à personne. Il n'y a pas de comptabilité. On décide que pour les opérations spéciales de la France, cette année, c'est tant. Hein, vous vous souvenez de Wale Rembo, ce navire qui fait pas couler dans les eaux de camp. Donc c'est pour dire quoi? C'est qu'il y a des opérations qui nécessitent des fonds que personne ne doit pouvoir contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les fonds de la DGRE. Parce que ce sont des opérations particulières et spéciales. Mais pour tout ce qui concerne le ministère de l'économie, le ministère des finances, le ministère des travaux publics, le ministère de l'éducation nationale, on doit pouvoir tracer. C'est le défaut de traçabilité de la gestion des deniers publics qui est à la base de tout ce qui est advenu comme opération PV. Mais je veux juste vous relancer, maître, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'interdiction de sortie du territoire. Il faut bien que les Camerounais qui suivent ce débat cet après-midi puissent bien comprendre. Est-ce qu'on a la possibilité d'interdire à quelqu'un à qui on reproche un certain fait de sortir du territoire? Et quelles sont les procédures qui doivent être mises en œuvre pour que cette interdiction soit valable? La réponse est oui. La réponse est oui. Voyez-vous, dans le processus judiciaire, vous avez ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. Exactement. Et l'enquête préliminaire, elle est secrète. C'est qu'elle a été l'enquête préliminaire, c'est qu'elle est secrète. C'est-à-dire qu'on cherche les indices avant de saisir, n'est-ce pas, les juridictions. Pendant qu'on cherche les indices, qu'on découvre des indices, on se rend compte qu'effectivement, comme par hasard, on enquête sur vous, vous avez sollicité, n'est-ce pas, des visas pour quitter le territoire national, vous avez acheté des billets d'avion, vous avez viré des sommes importantes à l'étranger, et on prend des mesures, on appelle ça des mesures préventives. Et parmi ces mesures préventives, il peut s'agir du retrait du passeport. Mais on s'est rendu compte que le retrait du passeport ne suffit pas, parce que beaucoup d'entre eux ont plusieurs passeports. Alors, on a vu des gens qui ont laissé un passeport, et ils se sont présentés à l'aéroport avec un passeport étranger, ils sont partis. À ce moment-là, on ferme les frontières pour vous. On prescrit à tous les postes de frontières que vous ne sortez pas. Mais ça sont des mesures qui devraient demeurer secrètes. Parce que vous gouvernez par le principe de la surprise. C'est l'intéressé lui-même qui découvre ça aux frontières lorsqu'il tente de quitter le territoire national. Le débat sur la légalité de ces mesures m'apparaît complètement inutile. Ça n'a même pas de sens. Le sens que vous devez donner à votre débat, c'est pourquoi ces mesures se trouvent dans la presse. Vous allez me dire que chaque journaliste a ses sources. Ça veut dire que le fonctionnaire est fautif. On va peut-être donner, Maître Tchougon, on va peut-être donner la gouvernance. C'est au cœur de la gouvernance. Oui, on est d'accord. Vous portez une atteinte inacceptable au principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que vous jetez en pâture. On va revenir à vous, Célestin Djamena. Que rien ne pourra construire. Parce que lorsqu'on lève la mesure de sortie du territoire,
Personne n'en parle, ça n'intéresse plus personne. Permettez justement, on va revenir à vous Célestin Jammeh, ne vous en faites pas, il y a une certaine hiérarchisation sur le plateau. J'aimerais bien que le journaliste qui est présent sur ce plateau puisse donner son point de vue sur cette question. On est aujourd'hui en train d'accuser la presse, en fin de compte, d'être responsable de cela, mais on a aussi vu, et ça ce serait peut-être pour aider à l'analyse de cette question, on a vu certaines informations sensibles se retrouver sur les réseaux sociaux. Et cette fois-là, ce n'était pas bien sûr la faute à la presse. Alors, merci Kate. Mais je voudrais, pour répondre à ta question, redire que vraiment sur ce plateau, il y a un avocat, il y a un enseignant, en fait, présenté comme tel, tout le monde, il y a un militant d'un parti, et il y a un journaliste, que je suis. Bien, n'en déplaise à M. Jammeh, bon, lui, il peut trouver qu'on innocente le chef de l'État à tous les coups. Bon, lui dédouane le gouvernement, bon, c'est le point de vue du militant du SDF. Et je crois que c'est un point de vue que l'on respecte sur ce plateau. Bien, pour revenir à votre question, je crois que M. Chungan a été clair. Et je suis d'accord avec lui, parce que ce qui se fait au Cameroun ne se fait pas ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas possible que des documents administratifs qui sont des documents de travail et même estampillés d'un certain degré de secret se retrouvent dans les milieux de la presse. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'ouvre le journal? Je trouve un facsimilé d'une note du délégué général de la sécurité nationale. Et puis on arrête de le dire aux journalistes. Quand vous faites ça, et quand vous êtes interpellé, on vous demande où est-ce que vous allez. Qu'est-ce que vous allez dire? Il protège obligatoirement sa source. Il protège jusqu'où? Mais il faut qu'il l'allègue quand il est devant les tribunaux, parce que le trafic des documents administratifs est punissable et il est puni. Donc, on peut donner cette information sans balancer jusqu'au facsimilé la note que l'on a reçue. Et évidemment, quelle exploitation la presse en fait? Telle est sortie et interdit de sortie du territoire, on ne se limite même pas à dire ça. Du coup, on explique ça. Il dit il faut expliquer. La presse a déjà les raisons. C'est parce qu'il a pillé telle entreprise, c'est parce qu'il a détourné ceci. Vous parlez, il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce que ce monsieur soit arrêté, jugé et puni pour ces délits ou ces crimes-là. Il a quand même droit à ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, ce qui se passe dans les médias ne peut pas être encouragé, ni par un journaliste que je suis, ni par un ancien journaliste que je suis. Ok, alors dites-nous, est-ce que finalement cette façon qu'on a ces derniers mois d'avoir des informations classées confidentielles dans la presse ne relève que de la presse? Est-ce qu'il n'y a pas un désir de ces autorités gouvernementales de mettre le secret dehors? Mais c'est justement ce que M. Chungan dit, c'est-à-dire si cela l'était par la faute de ces autorités-là, mais ils sont condamnables et ça, il faut sévir. Puisque la presse, c'est, comment on dit, c'est le ventre mou. On a souvent entendu les procureurs généraux, même à Yaoundé, quand ils veulent taper sur le circuit, bon, la presse est... Mais qui met les documents? Dites-moi. Dans le secret, ils viennent le dire, dans l'instruction, là, c'est en secret. Quand vous êtes reçu dans un commissariat de police ou bien par celui qui s'occupe des enquêtes économiques, vous n'êtes que vous et l'enquêteur. Vous faites des déclarations, vous réalisez, vous signez, et puis on ne vous remet même pas la copie là. Comment on fait pour que la copie là se retrouve dans la presse? Si ce n'est le policier qui a fait ça, ou alors le juge à qui cela sera transmis. Qui peut mettre ça dans la presse? D'accord. Mais pourquoi on ne se plaint pas de ces gens-là? Mais comment comprendre justement qu'on ne puisse pas mettre ces personnes au devant de leurs responsabilités? Parce que il y a des notes d'information classées secrètes qui se retrouvent dans la presse et on a des précisions. On va par exemple le voir signé là de quelqu'un qui nous vient du centre. On a le doigt de cette personne, on a même les images de son bureau en fond. Je veux dire que si on aurait voulu mener une enquête finalement dans ce domaine-là, on sait qui fait ce genre de choses. Pourquoi on ne fera pas sur les doigts de ces personnes? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la presse, c'est les journalistes. Je leur dis, ne tombez pas dans ce piège. Soyez professionnels. Il y a une manière d'utiliser une information qu'on met à votre disposition. Il y a même parfois des sources que l'on ignore. Il y a des moments, on l'a vu ici, dans le cas du Cameroun, des documents que vous retrouvez devant votre porte. Il faut savoir en faire usage. Il faut rester professionnel. Comment on exploite ce type d'informations-là? Est-ce qu'on balance en disant, bon voilà, il est interdit de sortir parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça? C'est tout. D'accord, merci à vous, Tahabiton, pour cette prise d'opposition. Et je suis finalement avec vous, Célestin Jammeh. Vous paraissez très
sur le point de parler depuis tout à l'heure. J'aimerais déjà que vous donniez votre point de vue sur ces différentes informations qui se retrouvent au devant de la scène. Vous condamnez-vous également la presse sur ces différentes informations qui se retrouvent au devant de la scène? Vous condamnez-vous également la presse et les utilisateurs des réseaux sociaux? Ou alors, comme certains observateurs, vous pensez que la faute finalement à ces gouvernants qui veulent eux-mêmes à leur petit niveau essayer de déstabiliser d'autres? Bien, tout d'abord, j'aimerais rappeler notre ami journaliste que quand je parle d'innocenter le président de la République, ce n'est pas un point de vue. Quand je dis que les ministres sont des exécutants, c'est un fait, c'est un constat, c'est une évidence gouvernementale, institutionnelle. Les ministres sont nommés par le président, doivent exécuter la feuille de route du président, point. Maintenant, concernant effectivement les réseaux sociaux et la fuite des documents, Kate, vous avez posé la question de manière très simple. On se dit comment. Soyons moins hypocrites. La fuite vient des services administratifs. Ça vient des fonctionnaires. Dans quel but? Dans le but, je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que ce ne sont pas tous, ils ne sont pas dans des relations cordiales, j'imagine. Parce que comment se fait-il qu'une lettre, un document confidentiel du MINAT se retrouve, confidentiel je précise, d'un ministre se retrouve dans les réseaux sociaux, une lettre du directeur général de la sécurité nationale, de la sécurité nationale se retrouve sur les réseaux sociaux, ça vient forcément, soit des services de ce directeur général de la sécurité nationale, soit de ceux qui ont réceptionné ce document-là. Ils les ont balancés sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse le procès des journalistes. Vous savez, dans la presse est large, la cyberpresse et la presse traditionnelle. Je n'ai jamais vu la presse traditionnelle, la presse écrite traditionnelle, n'est-ce pas, fournir des documents confidentiels. Ils vont puiser cela, évidemment, nous le savons tous, nous voyons tous, dans les réseaux sociaux. Mais on ne va pas incriminer la presse. Ils ne font que refléter les bagarres intestines qui se passent dans les différents ministères. Tout simplement. Donc je dis encore une fois, arrêtons de faire semblant de nous poser des questions. La réponse est simple. Allons enquêter là où on devra enquêter, tout simplement. Et là où je voulais également dire, c'est que, vous savez, aujourd'hui au Cameroun, il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Chacun a ses sources d'informations. On ne peut pas obliger un journaliste, par exemple, qui fait de la cyberpresse, de dévoiler ses sources d'informations. La seule rigueur qu'on attend de lui, c'est le recoupage des faits. Mais tant que le document est authentifié et que personne ne le démentit, ne le conteste, évidemment, nous sommes des citoyens camerounais, on a soif d'informations, on a besoin de savoir. Ce qu'avant on cachait aux citoyens, aujourd'hui, grâce à Internet, bien sûr il y a un peu de tout là-dedans, mais quand même on est au courant de beaucoup de choses. Mais le cœur du problème, encore une fois, c'est cette république bananière, il faut le dire. On ne peut pas laisser voguer l'impunité à ce point-là. On sait bien que cette fuite vient des ministères et des fonctionnaires. On sait où les trouver. Si on ne le fait pas, à votre avis, c'est bien parce que ça arrange un peu tout le monde. Tout simplement. Il y a un problème fondamental. Et je crois que quand on n'a pas en vue cette manière de voir les choses, on ne peut pas comprendre ce qui se passe véritablement au Cameroun. C'est que dans ce pays, pour mieux durer, pour durer longtemps au pouvoir, pour conserver le pouvoir, ben, il faut un petit peu organiser ce genre de cacophonie permanente. Et ensuite, le président viendra, comme il a fait, n'est-ce pas, lors du discours, lors du conseil ministériel, redonner les grands axes. Mais en vérité, il avait tout à fait le loisir de frapper du poing sur la table durant tous ces événements-là. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. D'accord. Il y a également Luisan Essomba au cours de cette semaine, toujours dans ce vaste champ de l'opération Épervier. Du moins, si on peut déjà parler véritablement de l'opération Épervier, on a eu la sortie de Jean-Marie et Jean-Marie Atangana Mebara, justement, qui a commis un article un peu teint d'une note d'humour dans laquelle il va donner quelques conseils aux personnes qui se retrouvent finalement dans l'opération Épervier ou alors qui penseraient qu'elles pourraient se retrouver dans cette opération-là. Est-ce que vous avez pris connaissance finalement des points saillants de cette note-là? J'ai lu avec beaucoup d'admiration ces écrits de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Je pense pour ma part qu'il s'est positionné en un montreur de conduite, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes épinglé dans une affaire de détournement de fonds et que vous êtes en train de prendre la route qui mène vers Koningui, son livre est édifiant en ce sens, parce qu'il vous montre comment il faut déjà être solidement préparé sur le plan moral, comment est-ce qu'il faut déjà se préparer à faire face ou à faire front à un certain nombre, comment dire,
de pression venant certainement des prisonniers de la place, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je résume le livre, c'est-à-dire, il s'est positionné en un montreur de conduite. Et moi, je pense que Kate, vous avez posé une question en début, on est très rapidement passé sur cette question. Vous avez cité un certain nombre de personnalités qui sont interdites de sortir du territoire camerounais. Moi, je vais prendre le cas du recteur, M. Bruno Bekelebe. Vous savez, il part d'ici en 2012 de l'université de Douala. Il a déjà fait 10 ans à Soir, il a fait 12 ans à Douala, ça fait 22 ans de rectorat. Vous convenez avec moi qu'il ne peut pas échapper à des actes de mauvaise gestion. Et d'où aujourd'hui ces arrestations qui, en fait, on nous annonce que... Il peut échapper à des actes de mauvaise gestion, il peut échapper. Non, pas forcément échapper, parce que la longévité à ce poste, forcément, l'amène à ne pas échapper. Moi, je vais vous dire, quand on a à sa sortie en 2012, tous les Camerounais, pas moi forcément, tous les Camerounais étaient certains qu'au regard de sa gestion de l'université de Douala, il était, parce qu'il avait déjà été épinglé par le conseil de discipline budgétaire et financière, ce qui était évident, c'est qu'on attendait qu'à l'issue de cela, qu'il fasse l'objet d'une arrestation, mais ça n'a pas été fait. Okay. Mais vous voyez donc... Moi, je ne peux pas rester sur un plateau où on est en train de parler d'individus, de personnalités qui ne sont pas sur ce plateau. Moi, je me refuse... Je refuse de Vous êtes en train de parler d'un citoyen. S'il vous plaît, messieurs. Vous êtes en train de parler d'un citoyen qui plus est ancien recteur. Il a été mon patron au demeurant quand j'étais encore enseignant. Je trouve inacceptable que, alors que vous n'avez pas le dossier, que vous veniez sur un plateau de télévision dire que tout le monde s'attendait à ce que vous m'avez coupé la parole. Oui, je ne peux pas. Permettez qu'il termine pour que vous puissiez voir jusqu'où il veut arriver. Est-ce que c'est faux qu'il a été épinglé par le conseil de discipline budgétaire et financière? Je ne suis pas dans le dossier. Mais voilà, je vous le dis, puisque c'est évident, ça avait été annoncé en grande part par la télévision. Vous n'avez pas soutenu des choses que ça vous fait partie encore. Ça fait partie encore. La deuxième fois que vous me ça fait encore partie de la violation de la présomption d'innocence dont nous parlions tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'objet d'un contrôle financier dont le but principal au demeurant est d'établir les fautes de gestion en principe. Parce que la question pénale ne relève pas du contrôle supérieur de l'État. La question pénale relève du garde des Sceaux. C'est quand la justice reçoit le rapport du contrôle qu'elle décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc par conséquent, j'estime que cet oiseau... Maître, je faisais une démonstration. Oui, mais... Pour dire que, en fait... Vous faites la casuistique, Quand le président de la République... pas les cas réels. Suivez, maître, suivez. Quand le président de la République vous laisse pendant longtemps à un poste, ça peut se justifier. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne tire pas à boulet rouge sur cette personnalité qui a été mon recteur. Je dis tout simplement, je vais soutenir l'idée de ce que, quand on vous laisse pendant longtemps, et très longtemps à un poste, il y a des difficultés de pouvoir échapper à des actes de mauvaise gestion. C'est ce que je voudrais dire. Mais ça, c'est grave. Je vous dis c'est grave. Non, vous dites parce que la preuve... Dans un pays comme le Cameroun, si vous êtes 10 ans directeur général, ben, vous pouvez être intègre. C'est extrêmement grave. Mais c'est des questions éthiques. Mais ça relève aussi de l'éthique. Messieurs, s'il vous plaît, une personne à la fois. Si l'État tient une certaine rigueur dans la gestion des affaires de l'État, évidemment, il y aura un audit permanent. Ce qui fait que même si vous mettez 25 ans à un poste, on saura si vous avez détourné ou pas. Donc, c'est une manière de laisser la faculté aux gens sans aucun contrôle permanent. Voilà, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est ce que je vais devenir. Je ne sais pas, il faut aller au rang de mon propos. Il faut aller au rang de mon propos. Terminez, Louison et Somba, terminez. C'est ce que je vais démontrer en fait pour dire que, en réalité, dans une bonne gouvernance, ce n'est pas bon de laisser quelqu'un quand même s'éterniser à un poste, parce que je vais vous dire une vérité. La vérité, c'est quoi? Non, la vérité, c'est simplement que quand on vous laisse pendant longtemps à l'exercice d'une fonction, ça devient très difficile. Vous devenez un roi, comme ça a été le cas pour un certain nombre de gens de la République. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, maître. Non, mais c'est parce que vous avez épinglé quelqu'un que je connais bien en particulier. Non, on a bien compris. Et qui a pu, comme nous tous, n'est-ce pas, se coller le pied un jour ou un autre. On a bien compris le problème. Le cas de ce débat, il faut éviter de plus en plus. Vous n'avez pas intervenu parce que vous le connaissez. Des mises en cause. Ah, peut-être aussi. Des mises en cause. Il a dit on le connaît. Voilà, mais je dis simplement que moi, je suis toujours mal à l'aise. Lorsque sur un plateau, des mises en cause personnelles, n'est-ce pas, sont faites, quoi. Même si c'est réel. Vous savez, moi je connais le fond de ce dossier, hein, mieux que vous. Donc par conséquent, il faut éviter cela parce que vous jetez en pâture. C'est pas seulement l'individu en question. Il a des enfants, il a des femmes, il a des amis. C'est tout un clan que vous jetez à l'opprobre de l'opinion publique. Et vous savez contrairement à ce que les gens pensent,
Ce sont les blessures les plus dures à guérir. Les blessures du soupçon. Les proches. La dénonciation. Le suspect, là. On commence par le suspect, là. C'est pour ça que cette phase doit être secrète. C'est pour ça que le législateur a voulu que la phase où il y a le soupçon, là, ça doit être secret. Entre l'enquêteur et l'enquêté. Jusqu'à ce que l'enquêteur soit convaincu qu'il existe des indices concordants établissant que, effectivement, il peut être poursuivi. À ce moment-là, on déclenche. Voyez-vous ce qui est arrivé en Afrique du Sud. Ça fait 20 ans quand même qu'on enquête. C'est aujourd'hui que ça sort. C'est pour dire que si nous ne rétablissons pas ces grands principes qui préservent l'intégrité morale des citoyens, qui préservent, n'est-ce pas, l'égalité des citoyens devant la loi, qui préservent la présomption d'innocence, on va entrer dans une société du maquis où le plus fort va être celui qui va gagner, à ce sujet où le plus violent va être celui qui va gagner. À ce sujet, maître, dites-nous, dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pour détournement, quelle est la procédure qu'il faut respecter? Mais il n'y a pas de procédure particulière. Ça peut être factuel. C'est-à-dire qu'on vous prend sur le fait, n'est-ce pas? Et on déclenche. Ça peut être à la suite d'un contrôle. Et puis on voit qu'au-delà de la mauvaise gestion, des actes de mauvaise gestion, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dépenses d'opportunité mal dirigées, ce n'est pas nécessairement pénal. Mais à partir du moment où il y a un cas d'enrichissement personnel, où vous avez piqué dans la caisse de l'État pour bouffer, la sanction de la mauvaise gestion, c'est qu'on vous enlève. Mais la sanction de l'accaparement de la fortune publique, on vous poursuit. Donc, je crois que, monsieur le bâtonnier, vous devez être quand même plus précis. Parce que moi, il ne faut pas faire d'amalgame. On ne peut pas mélanger les enquêtes préliminaires et, par exemple, une mise en examen. Oui. Quand il y a enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'on met l'affaire en état, on permet au juge de pouvoir mettre en examen de manière officielle, si j'ose dire. Non, l'enquête préliminaire, c'est pas l'enquête préliminaire doit être c'est la police. C'est la police. Mais je prends le cas d'Atanganakuna et d'autres dont on soupçonne, machin, retrait des passeports sur du territoire. On ne peut pas, parce que pour moi, retirer un passeport à quelqu'un, le priver de sa liberté d'aller et de venir, c'est une privation de liberté et en tant que tel attentatoire aux droits de l'homme. C'est une voie de fait. Tant qu'on n'a pas auditionné quelqu'un de manière claire, on a interpellé Louison par exemple, on l'a auditionné, on a trouvé qu'il y a des éléments probants et concordants qui permettent à l'État de pouvoir l'empêcher de sortir. Mais tant qu'on n'a pas cette information de l'audition, n'est-ce pas, du présumé ou du suspect, effectivement, on doit pouvoir le laisser jouir de ses droits fondamentaux. Le Cameroun a ratifié les conventions internationales, parmi lesquelles les libertés d'aller et de venir. On ne peut donc pas se permettre de priver quelqu'un de son passeport, qui est un outil reconnu par la loi qui permet à un individu de partir d'un pays à un autre. Sans aucun motif. Voilà. Donc, si on commence à confondre les enquêtes préliminaires, qui doivent effectivement rester secrètes, et la mise en examen, pour moi, il y a un problème. Donc, je pense si elles doivent rester secrètes. Des éclairages là-dessus. Est-ce qu'on a interpellé M. Atanganakuna? Non. Il est auditionné? Messieurs, tout ce qui est dit une personne à la fois, s'il vous plaît. Une personne à la fois. On ne peut pas applaudir à la privation des libertés. Célestin Djamène, permettez que le bâtonnier termine. Permettez que nous apprenions la réponse idoine, n'est-ce pas? Parce qu'on parle tellement le questionnaire, et le questionnaire, on peut poser les questions et les réponses. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage lorsque vous serez au gouvernement. Moi, ce que je vous indique, c'est que le gouvernement, oui, l'exécutif, a un certain nombre de moyens à sa disposition pour organiser la gestion des libertés dans un état de droit. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le passeport, vous comprendrez. Et vous serez d'accord avec moi. Une des grandes difficultés des partis politiques dans ce pays, c'est quoi? C'est le droit à manifester. C'est-à-dire, en fait, on autorise, soit on autorise, soit on interdit. Alors qu'en fait, la loi a organisé de telle sorte que lorsque un parti politique comme le LDF, qui est un parti politique, va organiser une manifestation, on sait qu'il y aura du monde. La question est-ce qu'on autorise ou on interdit? Ce ne peut pas être la question du sous-préfet. Le sous-préfet se dit, comment puis-je faire pour en même temps conserver la liberté de manifester et faire en sorte que cette manifestation ne débouche pas sur la violation des droits d'autrui ou des droits publics? Il fait venir les forces de gendarmerie et de police pour encadrer la manifestation et on échappe à cela. Mais il arrive que dans des circonstances, j'ai dit bien, exceptionnelles, le sous-préfet dise j'interdis. Donc cette panoplie de mesures administratives est entre les mains de l'exécutif. On peut en abuser, mais vous ne pouvez pas dire que ce droit n'existe pas dans le cadre d'un état de droit.
Même si c'est la France ou les États-Unis, on a bien vu. Non, monsieur le bâtiment. Nous avons aujourd'hui. L'exemple me semble inadéquat parce qu'en vérité, l'instrument de trouble à l'ordre public est un instrument politique utilisé par les préfets pour pouvoir empêcher ceux qui ne sont pas partisans du régime. Monsieur N'Djamène, vous comprenez? D'abord, on n'est pas sur le régime de l'autorisation. Parce qu'on est plus sur le régime. Célestin N'Djamène, vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps de parole. Monsieur N'Djamène, l'interdiction fait partie des mesures de police administrative. Point. L'opportunité de l'interdiction appartient à la personne qui décide. C'est lui qui motive. Parce que la loi dit qu'il doit motiver. Donc vous ne pouvez pas avoir une motivation unique. Ce sont les circonstances de fait qui emportent, qui entraînent la décision. Effectivement, cette décision est critiquable devant le tribunal administratif. Je note que vous vous attaquez de moins en moins ces décisions qui portent atteinte aux libertés de manifester. Cela dit, en ce qui concerne le cas que vous avez évoqué, en particulier, vous n'êtes pas dans le dossier, n'est-ce pas, de l'enquêteur. Vous n'êtes pas dans son dossier. Les indices qui sont dans son dossier, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que ces enquêtes sont secrètes. Et quand une mesure est prise comme celle-là, si le caractère secret de l'enquête avait été préservé, vous n'auriez jamais été informé. Tout simplement. Jamais. Tout simplement. Et c'est ce que je dénonce. Cette façon de l'insécurisation des actes publics. Dès que le délégué général a même pensé prendre la mesure, c'est déjà dans la presse. Regardez le conseil des ministres. Il a été annoncé avant même que le cabinet civil l'ait annoncé. Et les journaux, en fait, ont fait leur travail, qui consistait à dire, monter le dossier pour dire, voici les grands dossiers qui étaient présents au conseil des ministres. Et puis, le lendemain, on apprend, par un autre journal, Cyberpresse, qu'en fait, il n'y aura qu'une seule communication spéciale du chef de l'État. C'est ce désordre-là, dans la fuite des décisions administratives, qui fait qu'effectivement, vous pouvez déclarer qu'il y a atteinte, n'est-ce pas, une liberté publique. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté publique. Je vous remercie. C'est une mesure administrative. Je vous remercie, maître. Dites-nous, Tahabiton, vous qui êtes journaliste, aujourd'hui on est en train de reprocher le fait de ce qu'il y a une fuite d'informations, mais on est à l'ère finalement de la mondialisation et on ne va pas dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont venues nous faciliter la tâche. Quelle est la mesure qu'il faudrait prendre au jour d'aujourd'hui pour que les bonnes informations soient gardées secrètes et que celles qu'on veut bien rendre publiques le soient? Parce qu'il y a quelque chose de dangereux, c'est le fait d'apprendre des choses graves par le canal d'un enfant, par exemple, qui a un téléphone portable Android et qui se retrouve en classe de 5e, qui n'a pas la force nécessaire pour gérer le flux d'informations qui arrive jusqu'à lui. Un journaliste, un bon journaliste, commence par se méfier des réseaux sociaux et tout ce qu'il y trouve dedans. Donc, s'il vérifiait les autres nouvelles 1, 2, 3 fois, quand il s'agit des réseaux sociaux, il faut le faire 8 fois. Parce qu'il y a tout dans les réseaux sociaux. Donc, le débat de tout à l'heure, là où on ne s'entend plus, c'est tout simplement parce que M. N'Djamène dit, écoutez, on ne peut pas priver un individu de son droit d'aller et de venir. Et on cite des noms des gens qui sont interdits de sortir du territoire. Mais parce qu'en l'état actuel des choses, c'est comme ça, c'est cette fluidité-là, c'est cette porosité. On ne devrait jamais être au courant de ce qu'il y a une enquête préliminaire qui est, en principe, secrète. Savoir que tel ou tel est interdit de sortir du territoire. L'interdiction de sortie du territoire dépend de la gravité des faits qu'on a évoqués dans l'enquête préliminaire et on doit permettre à l'enquêteur d'aller jusqu'au bout. Donc, si on avait gardé cela secret, on ne serait pas en train de débattre de cela. Alors, pour la question que vous posez, moi, ma position est claire. Je suis journaliste. Vraiment, vous êtes journaliste. S'il y a quelque chose dont il faut se méfier, c'est tout ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Sachant que c'est de là que va le phénomène de fake news. Et même, c'est pour ça que le journaliste professionnel, quand il est devant une information, il sait quelle exploitation il en fait. Il sait, je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Savez-vous combien d'informations un journaliste reçoit en une journée? Est-ce qu'il en fait usage? Est-ce qu'il en fait usage? Le journalisme n'est que sélection, de bout en bout. Donc on choisit ce qu'on va dire. On ne dit pas tout. Parce que dans tout ce que vous recevez, tout n'est peut-être pas à dire. D'accord. Tout simplement. Célestin N'Djamène, puisqu'on est en train de parler de l'opération Épervier, et d'ailleurs vous avez légèrement survolé la question tout à l'heure dans le premier sujet, qu'est-ce qu'on gagne de cette opération qui est là depuis longtemps? Est-ce qu'on a pu voir les capitaux discrets revenir dans les caisses de l'État? Est-ce que c'est une opération qu'on peut qualifier d'opération à tête chercheuse? Bien, Kate, je crois que quand cette opération a été lancée, baptisée d'ailleurs par vos confrères en 2006, moi je n'étais pas encore résident
au Cameroun, j'étais encore résident à l'étranger, j'ai applaudi des deux mains. Parce qu'on dit enfin, M. Biya a été touché par la grâce, et il s'est enfin réveillé pour combattre, n'est-ce pas, le cancer du Cameroun, l'un des cancers du Cameroun. Mais je trouve que ce cancer a déjà produit des métastases. Et qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que le président de la République a utilisé cet instrument pour briser les carrières, pour régler ses comptes avec ses supposés adversaires ou ennemis. En vérité, effectivement, vous faites bien de le souligner, cette opération main propre est partie d'une idée apparemment positive et bien intentionnée pour finalement atterrir par l'instrumentalisation des prévaricateurs supposés au nom de la République à tête chercheuse, effectivement. Comment pouvez-vous me faire croire que, je prends le cas de M. Olanguena Awono, ex-ministre de la Santé, qui a fait rentrer au Cameroun beaucoup d'argent pour la lutte contre le sida. D'ailleurs, je crois qu'il était très proche du CERAC. Vous savez par qui est dirigé le CERAC au Cameroun. On l'a accusé sans aucun élément factuel. Il est en prison, condamné à 25 ans. Monsieur Atangana Mebara. Vous allez fâcher le bâtonnier une fois de plus. Monsieur, il a son temps de parole. Monsieur Atangana Mebara, ex-secrétaire général à la présidence de la République, qui est condamné pour une somme d'argent de 4 milliards, qui d'ailleurs, tout le monde le reconnaît d'ailleurs, a été reversé, s'est retrouvé dans le compte de Boeing. Or, l'accusation principale se fonde sur les détournements de ce montant-là. Il est en prison, monsieur Atangana Mebara. D'ailleurs, le juge Manyangimabe, je crois, ou bien Schlick, je crois, qui a voulu le libérer, Schlick, s'est vu interpellé, convoqué à la présidence de la République. Parce qu'il a osé vouloir libérer un ancien ministre dont le dossier s'est avéré vide. Je prends encore le cas de M. Marafa. M. Meva Mobutu, il est encore vivant. Secrétaire général du Sénat, là, innocentant en plein tribunal, disant que M. Marafa n'a jamais fait de chèque pour l'Albatros. Il n'a jamais fait. Avec Yves-Michel Fotso, ils sont en prison pour des motifs qui n'existent pas dans le code pénal, complicité intellectuelle. Ça n'existe nulle part. Prenons le cas de Yves-Michel Fotso, condamné pour avoir détourné 72 milliards de francs CFA et entre autres motifs. Or, à l'époque, à la Camer, quand il prend la Camer, il n'y a pratiquement pas d'avion. D'où vient-il qu'il puisse détourner l'argent qui n'existe pas? Je me pose la question. Donc c'est une opération effectivement à tête chercheuse. D'ailleurs, vous savez que la petite note d'humour que M. Atangana Mebara, dont faisait allusion tout à l'heure, Luzon et Somba, sur, il souhaitait en quelque sorte la bienvenue, entre guillemets, à ses futurs ou supposés collègues. Mais je dis simplement que aujourd'hui, on se rend compte que cette opération a été initiée pour les besoins d'un seul individu, le président de la République. C'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre autre chose. Comment voulez-vous que le TCS, créé en 2012, dont on confie l'opportunité de poursuite pour envoyer quelqu'un au TCS, ça passe par le garde des Sceaux. Il n'y a donc pas de séparation de pouvoir. Si on engage des poursuites contre les présumés, les suspects, mais laisser cette procédure gérer de bout en bout jusqu'à la fin par des magistrats escalités. On n'a pas à se référer à un ministre pour voir si un tel ou un tel va poursuivre. Ça n'a pas de sens. On va sortir de ce sujet avec vous, Luzon et Somba, le temps d'aborder brièvement, même si on n'a plus beaucoup de temps, le dernier sujet. Comment comprendre au jour d'aujourd'hui que l'opération Épervier n'ait pas finalement eu les résultats escomptés? C'est une opération qui avait pour but de décourager les autres personnes qui seraient tentées de puiser dans les caisses de l'État, mais plus ça passe, plus on se rend compte qu'il y a de nouvelles cibles qui s'ajoutent au fil de l'actualité. Comment cela se fait? J'ai dû le dire tout à l'heure en indiquant que lorsque vous avez déjà plusieurs institutions qui mènent le même combat, ce qui est évident, qui trop embrasse est condamné à mal étreindre. Donc les résultats ne peuvent pas être efficaces. Vous voyez aujourd'hui qu'un article qui aurait pu, s'il avait déjà été mis en place, cet article 66 sur la déclaration des biens et avoirs, vous convenez avec moi que cela réduirait un certain nombre de choses. Mais le défaut de la mise en place de cet article, aujourd'hui, permet encore de faire une analyse simple, que
en réalité, la corruption ne va que prendre des proportions inquiétantes. Donc moi, tout à l'heure, je voulais chuter en précisant que si vous voyez ces arrestations en ce moment précis, ça peut également se justifier. Vous avez le président a tenu lors de le Conseil des ministres, il a dit il va intensifier la lutte contre la corruption. C'est déjà c'est une bonne chose. Mais maintenant, cette lutte contre la corruption, et ça se poursuit sur le terrain de la pratique. On a vu déjà des appels à interdiction de sortie du territoire camerounais. Cela peut se justifier. Or, vous voyez que le discours que tient généralement le président, c'est un discours qui n'est pas suivi des actes forts. Vous avez, on se rappelle qu'à un des congrès du RDPC, il a dit les bandits à col blanc rendront gorge. Mais tout de suite, on a attendu justement que ces arrestations collent avec les propos qu'il avait tenus, mais pas du tout. Donc moi, je pense pour ma part que c'est de la mauvaise volonté politique. On peut, le maître l'a dit tout à l'heure, on peut mettre en place des mécanismes idoines de lutte contre cette corruption qui sont véritablement attentatoires à la fortune publique de notre pays. D'accord, je vous remercie et on va brièvement aborder également le troisième sujet qui était inscrit à l'ordre du jour. Je voulais dire un mot pour renforcer ce qu'il vient de dire. Vous êtes décidé à ce qu'on n'aborde pas le dernier sujet? Non, il n'y a pas de souci. Je vais être très bref. C'était pour dire qu'en fait, renforcer les mécanismes de contrôle, les audits, comme a dit Jamel tout à l'heure, mais surtout, la répression ne doit pas être seulement des atteintes à la liberté individuelle. Mettre des gens en prison, ça n'arrête pas le problème. Voilà, il faut taper là où ça fait mal, c'est sur les biens. Justement. Il faut confisquer les biens. Je suis d'accord. Voyez-vous, quand vous êtes fonctionnaire, vous savez, moi, ça fait 35 ans que je travaille. Mais tout ce que j'ai, ça peut se suffire en 35 ans, vu mon activité. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est fonctionnaire, il a 500 000 francs de salaire par mois, et qu'il a 3-4 villas dans une même ville, qui a 60 voitures dans son parking, et qui voyage toutes les semaines sur Paris, on peut s'interroger de l'origine des moyens. Lorsque vous avez un directeur général qui a 400 jours de mission, on a vu, par an, on peut s'interroger sur le calendrier de gestion. D'accord, je vous remercie d'être. Si on commençait à confisquer les biens, vous verrez que ça diminuerait. Voyez ce qui s'est passé au Sénégal. Même si c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on sait que les biens ne sont pas mis. On est d'accord. On est d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, si Kédia détourne de l'argent à Equinox Télévision, elle n'ira pas acheter une maison à son nom. C'était juste une parenthèse. C'est traçable. Il y a des tracking qui permettent de suivre. D'accord. J'aimerais, Célestin Diamène, que vous puissiez nous dire 2 mots sur le contentieux préélectoral qui s'est ouvert la semaine dernière. On a vu l'action qui a été menée par l'UNDP dans cette affaire. On a également vu l'action de l'avocat du SDF d'ailleurs sur cette thématique-là. Moi, j'aimerais que vous puissiez placer 2 mots. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la question. Bon, d'abord, on ne va pas refaire toute la rhétorique, toute la théorie sur le rôle du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'il est l'un des pouvoirs, comment dirais-je, de contentieux extra-électoral, les contentieux électoraux. Le Conseil constitutionnel, entre autres, a le droit d'examiner les contentieux préélectoraux, puisqu'on est pressé, on est pris par le temps. Dans le cas, par exemple, de l'Ouest, où l'honorable Paul Tchachon, qui est en même temps vice-président du Sénat et deuxième vice-président du SDF, a introduit une requête à qui de droit auprès du Conseil constitutionnel, puisqu'il se trouve qu'il y a un candidat du RDPC qui a littéralement violé l'article 164 du Code électoral. Quand vous faites une déclaration de candidature, vous devez fournir, évidemment, dans une déclaration de candidature, vos noms et prénoms, votre profession, votre domicile, etc., etc. Ce monsieur, candidat sur la liste des sénateurs du SDF, du RDPC dans l'Ouest, n'a pas satisfait aux conditions de l'article 164 du Code électoral. Donc, en conséquence, notre sénateur, deuxième sur la liste SDF des sénatoriales de l'Ouest, a introduit cette requête auprès du Conseil constitutionnel. Logiquement, la liste du RDPC, puisque c'est un contentieux préélectoral, donc qui intervient après la publication de la liste par ELECA, devrait être disqualifié. D'accord. Oui, et donc, avec... en ce qui concerne l'UNDP dans la Damawa, c'est la question que j'allais poser au seul journaliste sur le plateau. Je vous réponds tout simplement en disant que là, c'est flagrant qu'on est en train de voir, n'est-ce pas, le délitement de l'éthique politique dans ce pays. Ça relève peut-être de la stratégie. La plateforme de l'UNDP-RDPC a frappé. Parce qu'en vérité, l'UNDP introduit une requête.
Et d'ailleurs, la disqualification du RDPC était quasiment acquise. Et tout d'un coup, patatrac, on ne sait pas pourquoi, ils retirent leur requête. Mais peut-être aussi parce que l'UNDP s'est rendu compte de ce que si la requête continuait d'être là, cela allait profiter au SDF une fois de plus, comme il y a quelques années en arrière aujourd'hui. Non, pas du tout, pas du tout. Le SDF n'a pas de conseil municipal, conseil municipal dans la Damawa, par exemple. Vous comprenez? Vous voulez insinuer que le SDF a des deals avec le RDPC? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il est reconnu que l'UNDP a évidemment signé, c'est écrit, une plateforme entre leurs partis. Qui date de 1997. 92 même d'ailleurs, parce qu'en vérité, après que M. Bello ait vendu ses sièges à M. Biya, c'est quasiment une relation entre les deux hommes. Non, mais c'est exclusivement pour l'élection présidentielle, mais les autres élections, ils vont en rendre dispensés. C'est très bien qu'ils font partie de la majorité présidentielle. L'UNDP fait partie, oui, mais vous voulez dire quelque chose de la majorité présidentielle, vous comprenez? Donc en vérité, il est clair, il est acquis pour tout le monde que ces deux partis-là ont des causes liées. Tout simplement, il faut le voir. D'accord, je vous remercie Célestin Jamen. D'ailleurs, je remercie tous les hommes présents sur ce plateau et en studio. Mais maître, on a terminé. Vous me faites ce coup à chaque fois. C'est très important parce que nous allons juger le Conseil constitutionnel actuel à l'aune de la décision qui va être rendue demain, premièrement. Et deuxièmement, sur le fait que le Conseil constitutionnel a reculé par rapport à sa jurisprudence sur le Nord. Parce que le fait qu'un candidat retire sa requête ne dessaisit pas le Conseil constitutionnel. Le texte est très clair. Et on a vu par le passé, quand la Cour suprême statue en tant que Conseil constitutionnel, des requêtes déclarées irrecevables, mais le Conseil constitutionnel, analysant le fond du document, et annulé la décision. Moi, j'ai peur que le renvoi de lundi, pour convoquer, soi-disant, le candidat, c'est une tentative de représentation qui ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel. D'accord. En ce qui concerne l'Ouest africain. Et c'est sur ces mots qu'on achève également cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de ces 1h30. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.